allons traiter la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Alors pourquoi sexuée? Parce que ça va faire intervenir des cellules reproductrices mâles et femelles. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer cette vidéo sur la reproduction sexuée des plantes, rappelons le cycle de vie du petit pois que vous avez vu en 6e. Donc nous avons ici une graine, la graine germe. Nous allons avoir deux éléments blancs qui permettent de nourrir la plantule, ce sont les cotylédons. Les cotylédons donc vont s'écarter et laissent apparaître les premières feuilles qu'on l'on voit ici. Hop, des jolies feuilles. Alors ces feuilles donc verdissent et grandissent, c'est important. Ce sont elles qui vont permettre de capter l'énergie du soleil. À ce moment-là, quand la plante a atteint son stade adulte, on parle de plant. On dit le plant de haricot fleuri, donc il va faire ses petites fleurs ici. Alors je les mets en jaune, mais elles sont plutôt blanches. Voilà, donc là maintenant le plant est adulte, il entre dans sa phase de reproduction. Donc les fleurs produisent quoi? Elles produisent des fruits qui ici ont une forme de gousse et les fruits contiennent des graines et le cycle de la vie recommence. Donc nous avons plusieurs périodes. Nous avons la période de croissance et ici la période de reproduction. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est cette phase-là. Si on essaie de comprendre le rôle joué par chacun des éléments situés dans la fleur, donc nous avons ici les pétales et au centre de la fleur, nous avons l'élément ici que l'on appelle l'élément femelle, c'est le pistil, et nous allons avoir des éléments mâles qui fabriquent le pollen, ce sont les étamines. Donc, pour comprendre le rôle de chacune de ces parties, on peut faire des expériences. On travaille sur des fleurs de cerisier. Si on enferme une fleur de cerisier totalement fermée dans de la gaze. Alors la gaze, c'est ce que vous appelez les compresses. Donc on a de la gaze ici très fine, c'est imperméable, ça va empêcher les pollens de passer. On ne va donc laisser que les étamines avec le pollen d'une même fleur et le pistil d'une même fleur. Je vous rappelle que le pistil contient les ovules. Donc on enferme la fleur et on obtient une cerise avec un noyau. Si maintenant nous reprenons cette fleur, que nous lui coupons ses étamines et que nous laissons uniquement le pistil, nous n'obtenons pas de cerise. Donc nous avons ici la preuve qu'il est nécessaire d'avoir à la fois les éléments mâles et femelles pour produire un fruit. Si on regarde de plus près ce qui se passe dans la fleur, sur le sommet du pistil, au niveau de ce qu'on appelle le stigmate ici en rose, on va voir des petits grains de pollen ici en orange et jaune qui sont collés. Alors, le pollen est un transporteur de cellules reproductrices. Quand il va se déposer sur le stigmate, il va germer et produire un tube pollinique. Donc là, vous avez un grain de pollen et vous avez un tube pollinique. Alors, j'ai fait mon zoom et regardez à l'intérieur du tube pollinique, on distingue deux cellules reproductrices. Donc, ce tube pollinique va creuser ici, hop, 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 pour descendre tout à la base du pistil pour chercher les ovules. Alors certains pollens sont lisses, comme celui-ci, c'est du pollen de lys, LYS. Alors ce pollen est transporté par le vent. Ici, j'ai un pollen d'hibiscus et vous voyez que ce grain de pollen possède plein de petits picots. En fait, il va s'accrocher sur les insectes pollinisateurs pour être transporté. Nous avons ici au grossissement x400 un pollen de lys des Incas et vous pouvez constater une fois de plus que c'est un pollen qui est lisse et donc transporté par le vent. Alors si on essaye de comprendre comment fonctionne le grain de pollen et son fameux tube pollinique, on peut faire une expérience. On prend de la gélose, on creuse 3 rangées. Au centre, dans la rangée B, on va mettre des grains de pollen bien alignés. Dans la rangée A, on va mettre des fragments de pistil et dans la rangée C, on ne met rien du tout. Et on va voir comment pousse le tube pollinique. Vous constatez que les grains de pollen situés à proximité des fragments de pistil ont des tubes polliniques qui poussent tous bien droit en direction des fragments de pistil. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de fragments de pistil et comme par hasard, les grains de pollen ne germent pas tous et ceux qui germent ont un tube pollinique qui pousse dans tous les sens. Donc ici, on a la preuve que les fragments de pistil attirent les tubes polliniques pour favoriser la rencontre des cellules reproductrices que contiennent les grains de pollen
avec les ovules situés dans le pistil. Ici, nous avons une coupe transversale qui a été réalisée dans un ovaire d'une fleur appelée la margose. Alors, si je redessine le pistil, il ressemble à ça. Et bien en fait, on a fait une coupe ici. Et on a regardé comme ça, à l'intérieur. Voilà. Oui, c'est mon petit œil, ça. Il n'est pas super génial, hein, mais c'est censé être un œil. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des séparations, il y a des loges et à l'intérieur de ces loges, on observe des ovules. Donc il va bien falloir que le grain de pollen qui se dépose là creuse avec son tube pollinique pour aller chercher les ovules qui sont au fond. Donc si je prends ici mon schéma fonctionnel du pistil où a lieu la fécondation, j'ai donc au centre du pistil l'ovule. Là, c'est l'ovaire, qu'on appelle aussi le carpelle. Nous avons ici la partie verticale qui s'appelle le style et la partie supérieure qui s'appelle le stigmate, qui est collante. Pourquoi? Parce qu'elle va devoir fixer les grains de pollen. Les grains de pollen vont germer, creuser grâce au tube pollinique afin que les cellules reproductrices mâles puissent descendre et rejoindre l'ovule pour faire une fécondation. Donc on ne parle pas de spermatozoïdes chez les plantes, mais plutôt d'entérozoïdes, mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Donc bien sûr, les abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont transporter les grains de pollen. Vous voyez tous les grains de pollen sur la patte et l'abdomen de l'abeille. Donc l'abeille est attirée par le nectar produit à la base des pétales. Et une fois qu'elle sera rentrée dans la fleur pour boire ce nectar, elle va se frotter sans faire attention aux étamines. Elle va récupérer du pollen et le transporter ainsi de fleur en fleur. Nous avons ici une abeille en train de visiter une fleur de sauge. On reconnaît très bien ici un pétale, en bas un autre pétale. Et là ici, regardez, sur le côté, nous avons un élément courbé. Et nous en avons un autre ici qui vient de l'intérieur du pétale. Et qui au bout, regardez, on va faire un zoom. Voilà. C'est un petit peu jaune. Ici, nous avons une étamine qu'on appelle une étamine basculante, car à l'origine, elle est logée à l'intérieur de ce pétale. Regardez la courbure. Et quand l'abeille vient à l'intérieur de la fleur, elle crée une pression qui va faire basculer cette étamine vers le bas. Et cette étamine va venir frotter le dos de l'abeille et elle va bien sûr y déposer du pollen. Et quand l'abeille va sortir et aller visiter une autre fleur, au passage, quand elle va venir, elle va se frotter ici contre le pistil qui va récupérer du pollen. Voici le schéma d'interprétation de ce que je viens de vous expliquer. On retrouve ici le pétale, par transparence la position du style du stigmate, c'est-à-dire de l'extrémité du pistil. Nous avons ici l'étamine basculante et donc quand l'abeille vient insère sa tête pour aller boire le nectar qui est fabriqué au fond de la fleur, elle va appuyer avec sa tête sur un mécanisme à la base de l'étamine qui va la faire basculer pour qu'elle vienne toucher l'abdomen et déposer le pollen. Et vous avez ici la photographie de l'extrémité du pistil qui contient donc tous les grains de pollen qui ont été déposés par frottement par l'abeille au moment où elle est passée. Vous avez ici une autre image d'une abeille, donc on voit très bien sa langue ici qui est en train de boire le nectar. Et regardez sur sa patte, hop, il y a un petit paquet de pollen. Là, c'est qu'elle va le ramener à la ruche pour nourrir ses congénères. Donc les abeilles sont indispensables en agriculture. Bien souvent on observe des ruches à côté des champs. Donc les abeilles vont aller polliniser ici les fleurs de colza pour obtenir des gousses de colza et des graines. Nous ne pouvons pas produire notre alimentation sans les abeilles. Certains scientifiques estiment que si les abeilles disparaissent totalement, nous n'en avons plus que pour 4 ans à survivre. Et oui, 80% des légumes et fruits que nous mangeons proviennent d'une pollinisation grâce aux abeilles. Donc arrêtons le massacre, supprimons les insecticides, utilisons des insecticides naturels, il en existe, plutôt que des insecticides chimiques pour protéger les abeilles. On récapitule les étapes de la transformation de la fleur de pois au fruit. Nous avons ici une fleur ouverte. Donc dans cette fleur ouverte, on va distinguer, donc là vous avez la base. Et vous avez en arrière-plan, je vais mettre en rose, le pétale. Alors ici on n'en a mis qu'un seul. On a ouvert la fleur, donc on a enlevé les autres pétales. Donc entre les pétales, nous avons deux sortes d'éléments. Nous avons ces éléments-là qui sont les éléments reproducteurs, c'est-à-dire les étamines, et ce sont les éléments reproducteurs mâles. Ces étamines fabriquent le pollen, et ce pollen, lui, va être transporté, se détacher et tomber. Alors, il se trouve que chez la fleur de petit pois, ça se passe même avant que les pétales s'ouvrent. En fait, le pollen est libéré avant même l'ouverture de la fleur. Donc, le pollen de la fleur va se déposer sur le propre pistil
c'est-à-dire l'élément femelle de cette même fleur. Et le pistil, lui, contient des ovules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le pollen s'est déposé sur le pistil, nous avons eu germination du pollen avec croissance du tube pollinique. Les étamines vont dégénérer. Nous avons la base de la fleur qui reste présente. Par contre, les pétales sont tombés et nous avons le développement du pistil. Alors bien sûr, à l'intérieur, nous avons des graines, c'est-à-dire des ovules fécondés. Donc maintenant que notre fleur ici, elle est fanée, nous avons perdu les pétales, la fleur est fanée, nous sommes au stade du fruit. Nous avons donc ici la gousse de haricots ou de petits pois, ça va être le même principe. Et à l'intérieur, nous avons les graines. Voilà, donc toutes les étapes de transformation de la fleur en fruit. Nous avons donc ici une gousse de haricots verts. Donc on va reconnaître ici le pétiole qui tenait la feuille. Et ici, on distingue les restes de pétales séchés qui sont tombés. Donc en fait, ce que vous voyez ici, la gousse, c'est le pistil qui s'est développé. Et on reconnaît la courbure du pistil ici, avec tout au bout le stigmate qui a accueilli le pollen. J'ai ouvert la gousse, on distingue très bien à l'intérieur les graines du haricot vert. Alors ici, les graines ne sont pas prêtes à germer. Le haricot est vert, on le mange quand il est vert parce qu'il est tendre. Si on avait laissé la gousse mûrir, la gousse serait devenue sèche, rêche, et les graines de haricot seraient beaucoup plus grosses. Les graines sont toutes attachées, regardez. Hop, voilà, elles restent accrochées. Elles sont reliées par une sorte de cordon ombilical à la gousse pour que la plante puisse constituer les réserves d'énergie nécessaires à la croissance de la plantule. Donc voici une graine de haricot qui est trempée depuis quelques heures. Je distingue ici très bien la cicatrice de l'attache de la graine quand elle était dans la gousse. On va enlever cette peau rouge qu'on appelle le tégument pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le tégument est donc dégagé et on distingue tout de suite ici une petite racine. On s'aperçoit qu'il y a deux éléments symétriques, c'est ce qu'on appelle les cotylédons. Ce sont des réserves d'amidon, de sucre complexe, qui vont permettre à la jeune plante qui se situe entre les deux de se développer. Si on regarde en détail, on a ici donc en légende numéro 2 un cotylédon, c'est-à-dire une réserve d'énergie. On va distinguer ici ce qu'on appelle une plantule ou gémule. Et nous avons donc trois parties. En légende numéro 1, la radicule, c'est la petite racine. Et en 3, cette espèce de petite tache, là, on se demande ce que c'est. En fait, c'est la tigelle, c'est-à-dire la future tige. Et ici, vous aurez reconnu, là, que je vais mettre en légende numéro 4, les feuilles. Donc, nous en avons deux qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Notre graine de haricot a germé. On a ici la tige. On reconnaît ici les deux cotylédons qui sont devenus verts car ils sont à la lumière. Et donc, ce sont des réserves d'énergie. Et ici, on retrouve les deux premières feuilles qui se sont séparées et qui maintenant vont commencer à capter l'énergie du soleil. Quand les cotylédons seront vides, ils vont tomber, la plante sera suffisamment grande pour se reproduire. Nous sommes ici à l'étape où le pois a atteint sa taille adulte et où il a produit des gousses. Quand on ouvre une gousse de pois, on observe très bien les petits pois qui sont accrochés à l'intérieur de la gousse. Donc la gousse va les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment gros, riches en énergie pour pouvoir se détacher et tomber et attendre la belle saison suivante pour germer. Réalisons un schéma bilan sur le cycle de vie des plantes à fleurs de manière générale. Donc les plantes à fleurs vont avoir un appareil reproducteur qui est en fait la fleur. Maintenant, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit nous avons une fleur hermaphrodite, c'est-à-dire qui possède à la fois les éléments mâle plus femelle. Soit nous avons un individu qui possède des fleurs mâles plus des fleurs femelles. Soit nous avons un individu mâle plus un individu femelle. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des arbres qui vont être mâles, des arbres qui vont être femelles. On va voir l'exemple du kiwi. Il y a un plant mâle, un plant femelle. Pour un arbre qui possède des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, ça va être l'exemple du noisetier. Et ensuite, le plus courant, ce sont les arbres qui possèdent des fleurs avec les deux appareils reproducteurs en main. Le cerisier, le pommier. Il y a donc un organe femelle qui est le pistil. Ce pistil contient des ovules, plusieurs en général. Ce pistil doit être fécondé par un grain
de pollen. Alors, ce grain de pollen, je représente ici volontairement très gros. Lui, il provient de l'organe mâle qui est l'étamine. Donc, l'étamine va libérer ces grains de pollen qui vont être transportés par le vent ou des animaux. Et ce grain de pollen va fabriquer un tube pollinique qui va aller, lui, rejoindre les ovules. Donc, une fois qu'on a les cellules reproductrices à l'intérieur, hop, cellules repro mâles qui vont se connecter avec les ovules, on va donc avoir ici, finalement, donc ovules et cellules reproductrices mâles. Les deux vont s'associer. C'est une fécondation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette fécondation, elle a lieu à l'intérieur du pistil. On va donc avoir progressivement transformation du pistil en fruit et transformation des ovules. Alors, je vais les représenter comme ça. Allez, violet et bleu, parce qu'ils représentent l'union des deux. Là, ce sont des graines. Les graines vont être libérées, transportées par le vent, l'eau, les animaux. Elles vont germer et elles vont redonner un individu. Alors, individu mâle ou femelle, c'est pareil. Un individu avec mâle et femelle, bref, suivant l'espèce, quoi. On va donc avoir retour au point de départ.